Là, on espère qu'il y aura les filles et que notre discipline continuera, parce que c'est la plus vieille discipline aux Jeux Olympiques, quand même, d'hiver. Ça existe depuis le début, en fait. Il n'y avait pas de ski alpin avant. C'était les gars, ils faisaient du saut à ski, du ski de fond, et voilà. Et le ski alpin est arrivé après. Bonjour à toutes et à tous, je suis Baptiste Chebassier et j'écris à la main les 30 249 noms des médaillés olympiques depuis 1896. Cette grande fresque fera une fois terminée 130 mètres de long et je rajouterai pendant les Jeux de Paris 2024 les noms des nouveaux médaillés olympiques. Et pour la première fois, j'ajouterai aussi ceux des médaillés paralympiques dont la base de données n'existe malheureusement pas. Je souhaite rendre hommage à travers ce projet artistique à tous ces athlètes qui s'engagent et donnent tout ce qu'ils ont pour vivre l'aventure des Jeux. Ils consacrent ce qu'ils ont pour moi de plus précieux, leur temps. J'ai longtemps écrit le nom de personnes décédées, et une fois le nom du premier médaillé encore en vie inscrit, j'ai eu envie de partager ce moment d'écriture avec les vivants. Vous écoutez le podcast Amateur, qui vous partage dans chaque épisode ma discussion avec un médaillé olympique que je rencontre chez lui ou par téléphone pour écrire son nom en sa présence, et qui me raconte son histoire, celle de sa médaille et celle de son sport. Je découvre que ces médaillés ont tous un point commun avec vous, auditeurs. L'amour du sport. Ce sont donc comme vous, des amateurs. Et pour cet épisode, j'ai eu la chance d'échanger avec Fabrice Guy, skieur de combiné nordique, sport composé de 2 épreuves, le ski de fond et le saut à ski. Il est médaillé d'or aux Jeux Olympiques d'hiver d'Albertville, aux côtés de son copain d'enfance Sylvain Guillaume, qui récupère la médaille de bronze. Il sera également porte-drapeau de la délégation française pour des Jeux qui se passent dans son pays. Il nous raconte la nécessité de la répétition du geste dans les épreuves de saut, le risque de disparition de son sport, ainsi qu'une particularité pour un sport olympique, le matériel qui est réglementé en fonction de la taille et du poids de chacun. Il nous livre également un témoignage touchant du dérèglement climatique qu'il voit et vit concrètement. Bon, alors moi c'est Fabrice Guy, donc je suis né le 30 décembre 1968, je suis originaire du Doubs, j'habite un petit village qui s'appelle Mout, village de Milaham, avec théoriquement connu pour le froid à l'époque, un moins 40 au village, et puis beaucoup de sportifs, beaucoup de skieurs, qui a eu des grands noms dans le ski de fond et dans le saut à ski. Et puis moi j'ai éclaté dans le combiné nordique. Mon papa était champion de France de ski de fond, son frère champion de France de saut, et j'ai préféré les 2 disciplines. Voilà, en gros c'est ça. Ah, c'est un mélange du papa et du tonton. Ouais, en gros c'est ça, et de la maman qui était skieuse, et ma sœur en équipe de France aussi, avec plusieurs titres de championne de France. Le saut à ski vraiment marqué dans la famille, parce que mon grand-père était starter aux Jeux de 68, il était président du comité régional du Jura, et il a fait pour que les tremplins de Chauneuf soient construits, donc le village natal de mon père, et donc forcément à 5 km de Mout. Donc voilà, moi j'ai fait du saut à ski un peu grâce à ça aussi. Ok, donc c'est vraiment une histoire de famille en fait. Oui, vraiment, ouais. Et vous disiez qu'il faisait très froid, ou en tout cas que Mout c'était connu autrefois pour le froid. C'est plus vrai maintenant ? Non, le froid, ça fait quelques années de moins 40, on est passé à moins 20, et quand on a un moins 20, on est content. Ça dure pas. En fait, avant, moi, j'avais un mois de froid, au moins un mois de février, où les températures étaient toujours négatives, et maintenant, c'est un jour de temps en temps. Il n'y a plus de grand froid comme avant. Ok. Ouais. Ça change quelque chose par rapport à la pratique du sport ? Oui, pour nos jeunes, c'est la catastrophe. Ouais. Cet hiver, par exemple, tous les jeunes qui faisaient du ski de fond, du biathlon, du combiné, n'ont pas pu s'entraîner sur la neige chez nous. Ils étaient obligés de faire le ski à roulettes. Et en fait, ils mettaient les skis que pour les compétitions, quand ils allaient dans les Alpes, à l'étranger. Donc c'est très très compliqué pour eux. Ils s'entraînent tout l'été et puis ils peuvent pas skier sur la neige. Comme cet hiver, c'est la pire saison qu'on a jamais eue. Ah ouais, ok. Ouais. Eh, parce que il y a les températures négatives, mais il y a pas de neige en fait, ça. Oui, en fait, voilà, il n'y a pas eu assez de. Bon, on était en dette d'eau depuis 2 ans. Okay. C'était très très sec. Et puis là, le peu de froid qu'il y a fait, juste fait pour que les tremplins de Chauneuf soient utilisés. Il y a eu 1 ou 2 courses pour les gamins sur la palette, enfin sur l'endroit où on s'arrête, et puis un petit peu autour. Et puis sinon, le pôle France après maintenant. Sinon, c'était vraiment la catastrophe pour skier, quoi. Alors, mon sport, oui, le combiné nordique, ça soit ski et le ski de fond. C'est une discipline qui avait disparu en France après les Jeux de 1980.
La chance qu'on a eue, c'est que Albertville a été retenu pour organiser les Jeux. Donc grâce à ça, en fait, il y a eu un peu des moyens qui ont été remis sur le comité nordique, puisque c'est vrai que chaque pays qui organise, ils doivent avoir au moins un représentant dans chaque discipline. Et puis donc à cette époque-là, moi j'étais en équipe de France qui n'existait pas, mais en fait j'étais en équipe, je faisais du combiné, c'était un entraîneur de saut qui m'entraînait, et puis on se débrouillait un petit peu comme on pouvait en ski de fond. Et après, donc Jacques Gaillard, le dernier représentant français à des Jeux Olympiques, avec Eric Azaroni, donc ces deux anciens combinés, ont repris les rênes et ont créé cette équipe, ce qu'on a appelé un commando pour Albertville. Donc parce qu'il n'y avait pas du tout d'équipe de France, ils ont pris une douzaine de noms, et puis ils avaient, on va dire, 6 ans pour remonter l'équipe de France, quoi. Ça, c'est la petite histoire du départ. Ça s'est fait 6 ans avant, c'est ça? Oui, en 86, ouais, exactement. Okay. Ouais. Ensuite, la chance qu'on a eue, donc comme on était une équipe assez forcément nouvelle et très jeune, on a eu la chance de participer aux Jeux Olympiques quand j'avais 17 ans, à Calgary. Donc c'était une super, je pense que c'était super important d'appréhender les Jeux, voir ce que c'était. Donc grosse expérience pour moi et pour l'équipe. Et moi, dès que j'ai dit que je serais champion olympique 4 ans après, quoi. C'était mon objectif direct après ces Jeux-là. Je voulais, s'il y avait une médaille à faire, gagner un titre, c'était les Jeux. Plus que les championnats du monde ou les championnats d'Europe. Voilà, j'ambitionnais tout de suite d'être devant, malgré ma 17e place au jeu, mais je sais pas pourquoi, je voulais gagner. Et les années ont passé, commencé à faire des podiums en 1990, et puis l'hiver 91-92 arrive, et une super forme, je gagne les 3 premières Coupes du Monde, donc j'arrive au jeu avec le rôle de favori. On me fait porter aussi le drapeau, donc c'était une expérience incroyable. Et pour moi, les Jeux étaient déjà réussis, rien que de porter le drapeau, de rentrer devant toutes les délégations françaises, amener cette équipe de France. Voilà, c'était un point de départ pour les Jeux. On a découvert le biathlon féminin, on a découvert, ça a fait des médailles un peu avec des anciens, forcément, avec Carole Merle, avec Franck Picard, et puis des nouveaux, les combinés 1 et 2, avec Sylvain Guillaume, les filles championnes olympiques, Flo Masnada qui gagne le bronze par équipe en combiné en ski alpin, et puis les Dufnay qui gagnent le titre en patin à glace sur danse, quoi. Donc c'était une belle année. C'était une belle année, et je pense que ça a aussi servi pour la suite, quoi. Beaucoup de jeunes ont regardé ces Jeux parce qu'ils étaient en France. Ouais. Donc derrière, la génération Jason Amichapuis, et les Alpins derrière, je pense que c'était un déclic pour eux. Les Français peuvent gagner en France, être favoris et gagner dans leur pays. Et depuis, en fait, le combiné est un gros pourvoyeur de médailles, et puis le biathlon aussi, quoi. Ouais, carrément. Ouais. Donc, vous avez un peu ouvert la voie à ce niveau-là. Je pense, oui, parce que c'est vrai que je me rappelle à cette époque-là, on disait oui, de toute façon, il est favori, les Français ils perdent. Quand on est favori, on gagne pas de médaille. Alors moi, je suis pas quelqu'un qui lit beaucoup les journaux, heureusement, et puis qui regarde le passé. Je regarde beaucoup devant moi, quoi, à l'époque. Donc du coup, ça m'a pas du tout gêné d'avoir entendu parce que moi je prêtais pas attention à ça. J'ai l'impression qu'il y a un gros ancrage local autour de le territoire, et je me demandais sinon qu'est-ce qui fait qu'on fait ce sport-là? C'est quoi la typicité de choisir le combiné nordique et des 2 épreuves qui l'incluent? C'est quoi cette typicité par rapport aux autres sports d'hiver, quoi? Je dirais il y a une trentaine d'années, c'était tu fais du foot, du vélo l'été, et puis tu fais du ski l'hiver. Et du moment qu'il y a des tremplins, tous les gamins ont essayé de faire une chose ski. Le ski de fond, tout le monde en fait naturellement avec l'école, avec ses parents. Le ski alpin, pareil, des petites pistes, mais on sait très bien que de toute façon on ne peut pas rivaliser avec les Alpes, donc on se focalise plus sur le ski nordique. Et puis depuis 30 ans, avec les tremplins construits, plus maintenant les pas de tir, ce qui fait que on est en basse altitude, autour de 1000 mètres. Jusqu'à maintenant, la neige tombait quand même jusqu'à 1000 mètres. Le froid était là. Donc ceux qui sont en équipe de France arrivent à s'en sortir parce que les stages, ils les font à l'étranger ou dans les Alpes. Mais voilà, c'est pour la suite que c'est compliqué. Alors maintenant, pourquoi le nordique? Ça a toujours été une terre nordique, par rapport à l'altitude, par rapport au
beau relief. Ça ressemble un petit peu à ce qu'on trouve au-dessus de Grenoble, là, Autran, Villard-de-Lans, avec un petit peu des montagnes un peu moins hautes, mais où la pratique du ski de fond a toujours été importante, c'est-à-dire que les gens se déplaçaient entre les fermes en ski, et puis les enfants allaient en ski au village, à l'école. Puis voilà, je pense que c'est rentré dans nos gènes, et puis on aime vraiment ce sport, quoi. Et pour le saut? Voilà, c'est pareil, c'est ancré dans le village de Chauneuve, donc de mes ancêtres, de mon grand-père. Il y a toujours eu des familles de sauteurs. Alors le saut à ski, pourquoi? Parce que les gens, on aime arriver au bout d'une bosse, pousser et voler. Et pareil, ça c'était un peu sous une forme de jeu. Après, il y a eu des Jeux Olympiques, des sélectionnés olympiques, il y a eu des records de France de 100 mètres, il y a eu des records, les premiers à 100 mètres, les premiers à 150 mètres, et puis on aime regarder ça. Les gens viennent voir les compétitions qu'il y a à Chauneuve tous les ans depuis 20 ans. Et puis, ça fait des émules. Les enfants ont envie d'imiter leurs parents. Et ça se perpétue comme ça, même si ça reste une toute petite discipline. Parce que du coup, en fait, c'est pas tellement pratiqué ailleurs en France, c'est ça? Alors, il y a, au bout de, on va dire, d'Autran, parce qu'il y a eu des Jeux en 68. Dans les Vosges, parce qu'il y a des petits tremplins, et puis ça a été aussi un pourvoyeur de nordique, autant fond, biathlon et sauteur, parce qu'il y a des tremplins dans les villages. C'est pour ça que ça continue encore à être dans ces secteurs-là. Et puis un petit peu quand même en Savoie, suite aux Jeux de 92, donc il y a beaucoup de sauteurs. Très peu de combinés, mais des sauteurs, sauteuses. Et puis encore un petit peu en Haute-Savoie, mais ça a du mal ça nivote, quoi. Oui, parce que en fait, le saut, c'est aussi une épreuve qui se porte toute seule, quoi. Enfin, qui est pas forcément dans le combiné. Non, exactement. Il y a le soit ski et le combiné nordique. Il y a les deux épreuves. Et les règles, elles sont différentes entre les deux ou? Non, sauf que la différence, c'est que nous, après, on prend les skis de fond pied, quoi. Donc, le classement du saut fait que celui qui gagne le saut part en tête. Et puis, c'est une Gundersen, c'est-à-dire que les points sont transformés en rondes. Donc, ça doit être 10 points, ou je sais plus combien c'est maintenant, 15 ou 20 points, une minute. On part avec une minute de retard si on a 20 points de retard en saut à ski. Et c'est une course-poursuite. Le premier arrivé après le ski de fond a gagné l'épreuve. Ok. Et à partir de combien de pénalités c'est beaucoup? 40 points, c'est trop mal. Parce qu'en fait, les sauteurs sont devenus aussi des très bons fondeurs. Donc, à plus d'une minute, c'est bien compliqué de venir sur un podium. Et pour le saut, c'est celui qui saute le plus loin? Pas forcément, il y a des notes de style. Il y a 60 points pour la longueur, ok, pour le saut le plus long, et 60 points pour le style. Il y a 5 juges qui donnent des notes sur 20. C'est la plus basse, la plus haute tombe. Donc, on garde les 3 intermédiaires. Ça fait un total sur 60 points maximum. Et puis, on le cumule avec les points de longueur. Donc, celui qui a sur un saut qui a le plus de points part en tête. Mais le style compte parce qu'il y a un télémarque à faire, il y a être joli en l'air, voilà, il y a des choses qui font qu'on perd des points à l'atterrissage ou en vol. Ok, ouais. Donc c'est pas juste. Il y a vraiment une note de style qui est importante sur le contrôle du mouvement, etc. Oui, la beauté du geste, contrôle le mouvement, l'atterrissage, élégant, voilà, il y a tout. Et la vitesse, ça compte? La vitesse aide. La vitesse aide à aller loin, mais c'est pas forcément le mec qui va le plus vite qui va le plus loin. Le vol est beaucoup plus important. La poussée à la table est beaucoup plus importante que la vitesse générée en glissant sur les rangs. Ok. Donc si je résume, vous me dites si je me trompe. Donc on part d'en haut avec en haut du sautoir avec les skis dans des rails un peu. Et donc là, j'imagine que plus on fléchit, plus on va vite. Oui, il y a une position aérodynamique et aussi qui vous permet de partir dans le bon degré pour avoir le moins de freinage possible en quittant la table. Et c'est celui qui prend le mieux ses skis sous lui et qui glisse sur l'air qui va le plus loin. Ok. Et après, il y a la poussée. C'est ça que vous disiez, hein, la poussée. Où, au moment où ça remonte, quoi, de tendre les jambes pour. En fait, ça monte pas. Hein. Nous, le tremplin, il descend plutôt. La table, elle est à 10 degrés. C'est pas un kick, hein. Ça descend. Il faut pousser vraiment. C'est pour ça que le saut à ski est particulier. Okay. C'est pas, on se laisse pas aller et on va loin. C'est vraiment, on pousse pour aller loin. Ok. Très clair. C'est impressionnant. Moi, j'avais vu le film Eddie the Eagle. Mais c'est un peu la seule référence, j'avoue, que j'avais sur ce sport. En fait, c'est un sport qu'il faut commencer assez jeune. Et puis, en fait, c'est la répétition d'un mouvement. Et comme on dit, pour réussir en saut ou en combiné, il faut sauter un jour sur 2.
Donc en fait, on fait une semaine de stage, une semaine à la maison, en gros, c'est ça. Il faut sauter en gros 200 jours par an parce c'est un sport qu'on répète. Ça va tellement vite à la table, on arrive à entre 80, suivant les tremplins, jusqu'à 100 km/h. Donc on fait une poussée en quelques dixièmes. Donc si on pousse trop tard, les skis montent à la figure, on freine. Si on pousse trop tôt, les skis ont une incidence et en fait, ça porte pas. Donc c'est à force de répéter un mouvement qu'on arrive à réussir. C'est vraiment un sport où il faut beaucoup de temps pour réussir, quoi. Ok, donc en gros, il y a, si on va dire, on fait 10 sauts, 200 jours par an pour arriver au 10e près de seconde à faire le bon geste au bon moment, quoi. Exactement. Donc il y a beaucoup un travail mental et puis bien sûr un travail physique pour il faut avoir des bonnes jambes, pousser très fort et être très relâché du haut du corps en fait. C'est que les jambes qui travaillent. Le haut du corps n'intervient pas. Et du coup, il y a des gabarits plus avantagés que d'autres, j'imagine, ou oui, un peu. Quelqu'un qui est longiligne et longiligne fin et qui a un rapport taille-poids, on va dire, de -15 à -20 par rapport à la taille, c'est pas mal, quoi. Si on fait 1m80 et 60 kg, on a plus de chances de voler plus longtemps que si on fait 1m70, 70 kg, ça c'est sûr. Ok. On dit que 1 kg, c'est 2 mètres de perdu. Ah oui. Plus on est lourd, plus on est attiré par la terre. Et du coup, est-ce qu'il y a comme à la boxe, ces moments où on essaye de perdre de la flotte avant de se lancer? Oui, pas de la flotte, on essaie d'être affûté tout le temps en fait. Oui, la flotte c'est forcément, mais c'est surtout on évite d'avoir des gros muscles parce que le muscle est lourd. Donc on essaie d'être des gens longilignes et puis voilà, on n'est pas des mangeurs on mange pas comme mange un fondeur qui a besoin de beaucoup d'énergie pour faire du ski de fond. Ok. D'où du coup l'intérêt de combiner ces deux disciplines en fait. Ouais, c'est ça qui est sympa. Franchement, c'est que du saut à ski, c'est pas facile parce que il faut un gabarit vraiment très spécifique, être très longiligne, très léger. Et puis il y a quand même beaucoup de sauteurs. Donc quand on fait un concours, il y a que les 30 premiers qui remontent. Donc c'est quand même assez frustrant quand t'es 80 au départ et qu'il y en a que 30 qui font la finale. Alors que le comité nordique, là on est 50, 60 au départ et tout le monde peut faire la course. C'est le gros avantage. C'est-à-dire qu'il y a une année, on peut être très bon fondeur, donc partir un peu loin et remonter. Et on essaye avec les années de s'améliorer en saut à ski. Souvent, c'est souvent quand même le saut à ski qui est déterminant, quand même malgré tout. Donc il vaut mieux être très bon sauteur et puis après essayer d'avancer vite sur les skis de fond. Ok. Ah, trop cool. C'était une belle explication. Je visualise bien maintenant l'effort que ça demande ou en tout cas quel type de sport c'est, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. En fait, c'est la discipline, le règlement fait ce qu'on devient en fait. Le corps il s'adapte aux notations et puis à l'exigence du saut à ski en l'air. Mais du coup, si on saute 10 fois par jour pendant 200 jours, on tombe combien de fois? Pas beaucoup. J'ai sauté pendant 25 ans. J'ai dû tomber une dizaine de fois. Ok. Ouais, on tombe pas beaucoup en fait. On fait beaucoup de gym, donc on sait vraiment, on sait très bien où on est dans l'espace avec notre corps. Donc voilà, on tombe pas beaucoup. Ah ouais, donc 25 ans, si on dit, je sais pas, 1000 sauts par an, ça fait vraiment pas beaucoup en fait. Non, c'est exactement ça. En gros, c'est ça. C'est entre 1000 et 1200 sauts par an. Et il y en a qui tombent plus que d'autres, mais c'est des chutes, souvent dues à l'atterrissage, et pas forcément, rarement en l'air, quoi. Ok. Et vous parliez vous avez été porte-drapeau? Oui, j'ai porté le drapeau au 92. Qu'est-ce que ça fait? Parce que moi, si j'avais aussi autant envie de vous parler, c'est que vous êtes le seul Français vivant à avoir porté le drapeau en France. En France, oui, vous avez raison, puisqu'après avoir fini les Jeux d'avant, c'est 68, donc je sais pas si la personne qui portait le drapeau est à Grandville, c'est vrai. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié Grenoble. Ouais, c'est vrai. Je pensais à 1924. Ça c'est comme ça parce qu'il y a longtemps qu'il n'y a pas eu les Jeux en France. Et comment on choisit le porte-drapeau? Ou comment on le choisissait? Ça, c'est pas moi qui choisis, en fait. C'est en fait, c'est par rapport aux résultats, c'est par rapport à, des fois, nous à l'époque, c'était une petite discipline. J'arrivais vraiment de nulle part. Il y a eu le capital, je pense, un peu sympathie, c'est-à-dire qu'à l'époque, Jean-Claude Killy, Monsieur Barnier, j'ai tout de suite senti qu'il y avait quelque chose avec eux, quoi, par rapport à cette équipe de France. Une petite discipline, des compétiteurs assez jeunes, et eux, ils voulaient quelque chose de nouveau, en fait. Et c'est eux qui ont proposé avec les instances du COJO. Ouais, moi, je suis absolument pour eux, quoi. J'ai été choisi comme ça, quoi, par ces gens-là. Okay. Ouais, parce que je crois que j'ai vu que c'était cette année pour les Jeux de Paris 2024, c'est les athlètes qui éliraient leur porte-drapeau. Ouais. Exactement. Ça change. C'est bien aussi. Je trouve que c'est pas toujours aux instances de décider. Et si les athlètes veulent quelqu'un qui les emmène dans le stade, je trouve ça génial aussi, quoi.
Ouais, moi je trouve ça très cool. Je trouve du coup on sent bien l'esprit équipe de France au sens large et on choisit son capitaine quoi. Exactement. Et du coup j'ai regardé entre-temps, c'est Gilbert Poirot. Gilbert, il est mort il n'y a pas très longtemps. Ouais. C'est ça. Ça a été mon entraîneur aussi. Ouais. Justement, les années où il n'y avait pas encore d'équipe de France de combi nordique, c'est lui qui m'entraînait. Voilà, il a fait les Jeux de 68 et il a fait des très belles performances d'ailleurs. 10e place. Enfin, voilà, c'était un Vosgien justement. Voilà. Ouais, donc c'est marrant. Putain, ça a été votre coach et vous avez tous les deux été porte-drapeau. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est une belle histoire. C'est une belle histoire. Ouais. Et en tant que entre guillemets athlète d'hiver, est-ce qu'on est autant passionné par est-ce que vous êtes autant passionné par les jeux d'été? Tous les sports. J'adore tous les sports, je pratique le plus possible de tous les sports que je peux pratiquer. C'était le gros avantage aussi que j'ai eu avec mes entraîneurs, c'est qu'on ne s'est pas arrêté notre discipline. On a tout testé, on imaginait, on imagine encore que chaque sport peut apporter quelque chose. Le ping-pong, le tennis, les placements, le ping-pong, les réflexes. J'adore le vélo. Maintenant, je fais du paddle. Enfin voilà, c'est l'avantage d'avoir eu des entraîneurs hyper ouverts. On a bossé avec comme des haltérophiles pour pousser pousser de la fonte comme ils faisaient pour avoir une détente incroyable. On a joué beaucoup au volley, on a joué beaucoup au tennis, on a joué multisport. Et puis après, moi ça m'a ouvert l'esprit. J'adore tous les sports de vitesse, les sports aussi de glisse forcément. Donc vitesse, que ce soit du karting, que ce soit de la moto, que ce soit de la voiture, que ce soit voilà. J'adore tous les skis, les sports d'hiver et je regarde tous les sports à la télévision et j'ai beaucoup d'émotions quand je vois les Français marcher. Ouais, ça va être des jeux, j'espère, magnifiques. Ça va être magnifique, j'en suis sûr. C'est pas possible autrement. Ouais. Ah ouais, là, les moyens sont mis. Ouais, on s'est organisé, on sait faire en France. On a cette culture-là on a fait une Coupe du Monde de foot, on a fait une Coupe du Monde de rugby, on a fait les Championnats du monde de vélo, on sait faire. Puis les gens répondent présent. On a un peu grincheux quand même en français, mais une fois qu'on est parti dans l'organisation, les gens sont tous derrière, donc c'est cool quoi. Ouais. Je suis très d'accord avec ce que vous dites. Et vous avez un conseil pour nos athlètes? Conseil, c'est difficile d'avoir des conseils. Après, déjà du plaisir. Quand on a du plaisir à participer à des jeux, après sûr qu'il y en a qui vont chercher des médailles. Mais malgré tout, il faut prendre tout ce qu'il y a. C'est tellement un truc énorme que pas se disperser, mais prendre plaisir à participer au jeu. Et ce sera beaucoup plus facile. Et ouais, donc pour parler un peu de mon projet, je l'ai appelé Amateur, parce que c'est ce que je considère qui réunit les spectateurs et les sportifs, c'est l'amour du sport. Mm-hmm. En tout cas, c'est comme ça que je le vois. Et donc souvent, je cherche un peu le point de bascule où le sport, ou en tout cas les Jeux Olympiques sont devenus professionnels. Je crois que je suis pas arrivé encore tout à fait, ça dépend des disciplines. Mais est-ce que vous aviez le statut d'amateur Complètement. Ah oui, nous c'est vraiment une toute petite discipline. La chance qu'on a eue, c'est qu'on avait des contrats avec la douane, l'armée ou d'autres pour pas être professionnel, parce qu'à l'époque, il fallait pas être professionnel pour pouvoir faire les jeux. Ça, bon, tout a évolué maintenant avec les basketteurs, avec tous les autres disciplines, le foot et compagnie. Mais nous, à l'époque, voilà, on était tous soit douaniers, soit on travaillait à côté. Enfin, je dis pas que je travaillais pas en douane, mais je bossais pas 35 heures par semaine à la douane, quoi. Voilà, j'étais détaché pour m'entraîner. Donc oui, et en fait, c'est le seul moment où les petites disciplines sortent un peu la tête de l'eau parce qu'il y a tellement des grosses disciplines à côté qui écrasent tout. Et donc, dans le monde actuel, c'est très compliqué pour les petites disciplines de vivre. Donc, heureusement qu'il y a les jeux où où on voit des athlètes et on voit les difficultés qu'ils ont pour s'entraîner, les difficultés qu'ils ont pour faire leur sport, quoi. Donc oui, il y a toujours des disciplines qui sont avantagées sur d'autres, mais heureusement qu'il y a encore les jeux pour un petit peu, on va dire, ce monde encore qui est malgré tout un peu amateur et qui arrive à briller grâce aux jeux. Ouais, donc les jeux pour vous continuent de réaliser cette mission de faire briller le sport amateur. Exactement. Sans ça, je pense qu'il y aura beaucoup de disciplines qui auraient déjà disparu. Ouais. Et on le dit bien, hein, de toute façon, là, le combiné était un peu sur la sellette. Il voulait absolument, le CIO veut qu'il y ait des filles et des garçons, donc forcément, et le saut à ski est quand même très particulier. Il n'y a pas si longtemps qu'il y a des filles qui font du saut à ski. Donc en saut à ski, ça s'est très bien développé, et en combiné, ça arrive. Donc là, on a une Française qui se débrouille bien en Coupe du Monde, mais c'est qu'il y a que depuis 2 ans qu'on fait des Coupes du Monde pour les femmes. Donc vous voyez, c'est vraiment... Ah oui.
C'est très très récent. C'est peut-être ça qui va nous sauver. On va peut-être pouvoir continuer à être au jeu. Si le combiné nordique n'est pas au jeu en Italie en 2026, je peux vous dire que ça va disparaître. Il n'y aura plus de combiné en France, quoi. Ok, parce que les épreuves, elles n'ont pas encore été déterminées pour 2026. Ouais, c'est ça. On espère qu'il y aura les filles et que notre discipline continuera, parce que c'est la plus vieille discipline aux Jeux Olympiques, hein, quand même, d'hiver. Ah ouais? Oui, ça existe depuis le début. En fait, il n'y avait pas de ski alpin avant. C'était les gars, ils faisaient du saut à ski, du ski de fond, et voilà. Et le ski alpin arrivé après. Ah, excellent. De toute façon, au pire, on le remettra en 2030. Oui, j'espère. Et bon, faut pas que ça soit retiré des tablettes, parce qu'après, il faut que ça tire des tablettes au niveau CIO, une discipline ne revient jamais. Y a pas de retour en arrière. Pourtant, c'est un sport en plus spectaculaire, avec des rebondissements, Oui. donc j'imagine que c'est peu connu du grand public. Mais... Les gens aiment bien venir le voir, hein. Il y a toujours beaucoup de spectateurs, hein, mais voilà, c'est après très confidentiel. Dans certains pays, il y a du monde. En France, voilà, en combiné, il y a quoi, 40 personnes qui sont capables de faire des courses, quoi. Donc, voilà, ça limite beaucoup, quoi. Ouais. Et qu'est-ce que ça faisait sur le podium d'être à côté de Sylvain Guillaume? Là, nous, c'était une sacrée aventure, parce que nous, on se connaît depuis l'âge de 7 ans. Quand on a commencé le saut à ski, chacun de notre côté, on s'est retrouvés dans le même comité du Jura. Lui, il est du côté du Jura, moi du côté du Doubs. C'est le même massif. Et puis, en fait, les deux villages sont très proches. Il y a que 10 kilomètres. Donc, des années, je jouais au foot avec Foncine. Des années, il venait jouer au foot avec Mout. Donc, nous, on a toujours été ensemble depuis qu'on était gamins, quoi. Donc, se retrouver sur un podium avec les deux villages, avec les personnes qui se connaissent par cœur, parce que voilà, c'est des petits bleds, hein, 2 fois 1000 habitants. Donc, on a des échanges depuis la nuit des temps. Donc voilà, ça faisait un peu, c'est le petit plus, quoi. C'est juste incroyable, ce qui nous arrivait. Ah, ça doit être beau comme de se retrouver comme ça en amis d'enfance, à partager ce moment ensemble. C'était juste incroyable. Ouais. Même si j'imagine que du coup, il y a quand même le premier et il y a le deuxième. Oui, malgré tout, oui. Après, Sylvain n'avait jamais fait de podium avant les Jeux. Son premier podium, c'est aux Jeux, donc c'est déjà juste incroyable. Ok. Il était pas sélectionné 3 semaines avant les Jeux, et heureusement, il fait une 4e place qui lui a permis d'être sélectionné. Donc, ça joue vraiment pas grand-chose, quoi. Et du coup, ben voilà, il avait une motivation sûrement différente de tout le monde par rapport à son frère qui était décédé en moto. Donc, c'était son leitmotiv, et puis il est allé au bout, quoi. Donc, il avait vraiment la rage, il pourra mieux le raconter que moi, mais il avait vraiment ça dans la tête, quoi. Il a couru pour ça, quoi. Ok, ah, c'est une belle histoire. Ouais, exactement. Triste mais belle. J'avais une dernière question. J'ai lu quelque part, je sais plus où, que la discipline avait changé et qu'avant on sautait les skis droits et qu'après ça est parti sur les côtés, c'est ça? C'est ça. Alors en fait, le saut à ski, avant on mettait les pieds parallèles, on avait les skis sous nous. Voilà, il venait, on va dire en gros, taper sous notre menton. Et puis après, il y a eu un sauteur suédois, Jan Bokloef, qui lui, ses skis devant lui, ça l'emmerdait. Donc il a écarté les pieds. Et en fait, on s'est rendu compte que le corps plus les skis de chaque côté, il y avait plus de portance. C'est-à-dire qu'il allait beaucoup plus loin que tout le monde. Il n'était pas bon en l'air parce que ça changeait complètement la discipline. Et puis, il a fallu attendre quelques années qu'il y a un Autrichien, un Allemand qui se mettent à faire ça. Et puis du coup, on a tous basculé. Il y avait déjà en 92, en combiné, il y en avait 4 ou 5 qui le faisaient, déjà le V, ce qu'on appelle le V, hein, parce qu'on écarte les pieds, mais on peut pas écarter trop large. Enfin, voilà. Et on met surtout les skis de chaque côté des oreilles. Et en saut à ski, ils étaient déjà pratiquement 90% à le faire. Et du coup, ça a switché. En 93, tout le monde était en V, parce que ça porte beaucoup plus. Donc, moins de vitesse pour prendre la piste d'élan, pour aller plus loin. Voilà, c'est juste ça. Ouais. Okay. C'est juste une histoire, c'est très con, hein, comme histoire. Hein. C'est comme le demi-pas en ski de fond. Hein. C'est un mec qui a 6 tonnes, là, il a poussé sur le côté, comme on faisait il s'est rendu compte que quand on faisait un changement de direction, on poussait sur le côté et ça le lançait. Et du coup, il a enchaîné des pas, le pas 6 tonnes, qui est devenu le demi-pas, et puis le skating après, en 86-87. Et le V, c'était les premiers ont fait ça en 89, et puis tout le monde l'a fait en 93. Donc en fait, c'est pas ce qui me fait ce qui m'interpelle dans ce que vous dites, c'est que c'est pas du tout comme dans d'autres sports une évolution liée à la technologie, mais c'est vraiment une évolution liée à l'usage. Exactement. Ça paraît incroyable, mais c'est comme ça. C'est pas le matériel qui a fait, c'est le gars qui
ses skis l'emmerdaient devant les yeux, il a écarté les pieds, et puis on s'est rendu compte que ça portait beaucoup plus, quoi. Vous comprenez bien que les skis font 11 cm de large, donc on les rajoute avec le corps, donc la portance c'est bien plus, quoi, forcément. Et du coup, est-ce qu'on pourrait avoir des skis plus larges? C'est comme tout, hein, c'est comme les vêtements qu'on porte, c'est comme les skis, les chaussures, et bien sûr qu'on pourrait, mais c'est limité parce qu'après on ferait n'importe quoi, ça porte trop, on irait trop loin. On fait exprès de limiter le matériel Ouais. Pour pas aller trop loin, pour pas trop se mettre en danger. C'est ça, c'est-à-dire que moi je faisais 1m73, oui 1m73, j'avais pas le droit de prendre des skis plus longs que 2m53 et 2 kg 530 pour les skis, pas le droit en dessous et pas le droit plus. Tout est très cadenassé parce qu'après sinon c'est la foire à n'importe quoi. C'est-à-dire que on met une combinaison par exemple qui devant laisse passer beaucoup l'air, on va dire 50 litres d'air au centimètre carré, et derrière on met 0, ça fait parachute. Donc voilà, tout est contrôlé. Ah, excellent. Et donc quelqu'un de plus grand, il a le droit à des skis plus grands. Oui, exactement. Un pourcentage par rapport à ta grandeur. Exactement. C'est marrant parce que c'est quand même rare dans l'histoire olympique. J'ai l'impression la devise, c'est quand même plus vite, plus haut, plus fort ensemble. Et qu'on ait cette volonté faut que tu ailles le plus loin possible, tu vas gagner des points, mais en même temps, il y a beaucoup tout de le monde paramètres. avec le même matériel et surtout avec des normes qui font qu'on ne met pas la personne en danger. Et donc tout le monde a le même matériel? Ah oui, on n'a pas le choix, ouais. Déjà, il y a très peu de marques de saut à ski. Je crois qu'il y en a que 3. Il n'y en a plus que 3. Et puis, les combinaisons, il doit y avoir 3 ou 4 marques aussi. Et donc, c'est testé par des directeurs techniques, en fait, hein, qui tirent au sort des gens avec leur combinaison, pas tricher, suivant comme elle est. Voilà, il y a tout un protocole. On mesure les skis, on pèse la personne. Voilà, il y a tout un protocole avant et après la course de saut, avant et après le saut à ski. C'est moins compliqué en ski de fond, hein. Les skis de fond, on prend le matériel un peu qu'on peut, quoi. Ouais. Mais du coup, est-ce qu'on peut battre un record du monde encore en longueur? Oui, parce que ça a été battu par un japonais, là, un ancien combiné qui a fait 280, je vais pas dire de conneries, mais je crois 280 mètres, mais pas homologué par la FIS, parce que la FIS n'est pas d'accord que les tremplins aillent si loin. Le record du monde, c'est 254 mètres sur des tremplins homologués par la FIS, et le japonais, en l'occurrence, a fait un tremplin en Islande, taillé par des mecs des shapers, hein, comme on voit ceux qui font les tremplins pour le freestyle. Ils ont taillé un tremplin dans de la neige, en fait, hein, dans une pente, et il a prouvé qu'on pouvait aller plus loin que ce qui était imaginable. Donc on n'est pas loin d'arriver à 300 mètres, je pense. Ah ouais, donc il a quand même mis 30 mètres, quoi. Ouais, il a mis 30 mètres au record parce que c'est la fameuse marque Red Bull, hein, qui adore faire ces genres de trucs. Ok. Mais là, ils ont fait quelque chose d'incroyable. C'est vraiment, regardez, record saut à ski, Red Bull, tremplin en Islande. Le saut est complètement démesuré. Ça doit être 290 mètres ou je sais plus, un truc comme ça. Ah ouais, je vais regarder ça. Ouais, tu peux regarder, c'est vraiment très, très, très impressionnant. En plus, maintenant, c'est filmé avec des drones, donc c'est juste fantastique. Ah ouais. On se croirait dans un jeu, quoi. C'est vraiment comme dans un jeu. Et donc, vous pensez au total, on pourrait aller jusqu'à combien? Avec des tremplins taillés comme ça, là, il est vraiment fait pour que ça aille très loin. C'est-à-dire que le sauteur est jamais très très loin de la pente pour justement pour éviter les chutes, pour avoir beaucoup plus de sensations en l'air. On va passer les 300 mètres. Ah ouais. Je dis pas qu'on n'est pas limité quand même à un moment donné, parce qu'il va falloir être tellement vite en sortie de table qu'il faut tenir quand même les skis, quoi. Donc moi, je pense que jusqu'à 320, 330 mètres, ça se fera dans les années à venir. Ouais. En fait, ils vont finir avec des wingsuits et... Là, en fait, il a quand même sauté avec une combinaison normale. Hein. Si on prend la wingsuit, le mec, il se pose plus, quoi. Sauf que l'atterrissage est aussi important que le décollage. Donc, pour valider quelque chose, il faut atterrir les pieds. Tu mets les mains, ton saut est pas validé. Ok. Et les fesses, pareil? Les fesses, c'est pareil, c'est pas validé. Faut pas tomber. Faut atterrir pieds joints ou télémarque, quoi. Mais pas poser ni les fesses ni les mains. Et il y a des trucs de style, genre on arrive à un pied, ça fait plus de points. Non, il faut arriver les pieds écartés, c'est-à-dire qu'on fait un télémarque. Okay. On doit laisser une fente entre les deux pieds, d'environ 70 cm. Ça s'appelle le télémarque, qui vient de la région de Télémark en Norvège. Ok. Écoutez, merci beaucoup pour cet échange. Je vais écrire votre nom avec vous, si ça vous va, et celui de votre camarade Sylvain. Ouais, bien sûr. Et donc là, je commence par le vôtre dans ma liste. Ouais. Donc Fabrice, Guy, et maintenant Sylvain, Guillaume.
Bah top. J'ai pas le nom du troisième mais parce qu'il avait déjà dû être médaillé et j'ai écrit une seule fois le nom, quel que soit le nombre de médailles. Ok. Donc je sais pas si vous vous souvenez de qui était la médaille de bronze. Oui, Klaus Susenbacher, un Autrichien qui avait déjà fait une médaille d'argent au jeu d'amont. C'est contre lui que je me suis battu tout l'hiver pour gagner le globe, le classement général de la Coupe du Monde. Il a terminé deuxième derrière moi. Ok, Klaus. et très ouais, donc la performance de Sylvain est exceptionnelle. Oui, là c'était juste incroyable. Il a fait que deux podiums dans sa vie, donc deux podiums. Un au championnat du monde, un au jeu, et puis il a gagné une Coupe du Monde. Ça c'est les stats de Sylvain. Je vous remercie pour votre écoute et j'espère que cette rencontre avec Fabrice Guy et le combiné nordique vous a plu. C'est un témoignage poignant sur le dérèglement climatique et l'avenir des sports d'hiver, je trouve. Je suis personnellement fasciné par l'idée que ces athlètes fassent plus de 1000 sauts par an pour repousser leurs limites et leurs performances en répétant toujours le même geste. Vous pouvez découvrir d'autres histoires de médaillés olympiques sur ce podcast et sur les réseaux sociaux. Si vous avez aimé cet épisode et si vous voulez soutenir le projet artistique amateur, n'hésitez pas à vous abonner, à partager ce podcast à vos proches et aux amoureux du sport, à laisser un commentaire et à mettre 5 étoiles sur les plateformes d'écoute. Je vous remercie pour ce moment partagé ensemble, pour votre temps, et je vous dis à bientôt.